Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à l'INRAE pour rencontrer Jean-Louis Perrault, directeur scientifique adjoint de cette institution. Jean-Louis a dédié sa carrière à faire avancer la recherche sur l'élevage et est mondialement reconnu pour ses travaux. C'était un honneur de le rencontrer et d'échanger avec lui. J'aurais pu difficilement trouver meilleur interlocuteur sur le sujet. Cela me tenait à cœur d'avoir une voix scientifique au bout du micro. Je trouve, de manière générale, qu'on parle de l'élevage trop souvent sous l'angle de l'émotion et de manière beaucoup trop simpliste. Nous allons le voir dans cet épisode, le sujet de l'impact de l'élevage est beaucoup plus complexe que ce qu'on entend parfois. Cet épisode est fait pour ceux qui veulent aller au fond des choses et dépasser les idées reçues. Notre discussion a été longue. J'ai donc divisé cet épisode en deux. Cette première partie traite de l'impact de l'élevage sur l'environnement. Nous abordons d'abord les impacts négatifs de cette activité, puis nous avons abordé les services rendus par l'élevage à l'homme et à la planète. La seconde partie sera diffusée la semaine prochaine et parlera de la notion de bien-être animal et de l'impact des produits animaux sur notre santé. Pendant cet épisode, je me suis permise d'intervenir de temps en temps en voix off derrière Jean-Louis pour vulgariser son propos lorsque c'était nécessaire, afin de m'assurer que vous puissiez tirer le maximum de son savoir. Dans la même optique, j'ai rédigé un dossier composé de 6 articles sur le blog du site laclédeschamps-podcast.fr pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Bref, j'ai fini de parler et je vous laisse maintenant arrêter tout ce que vous êtes en train de faire parce qu'il y a besoin de concentration pour écouter Jean-Louis nous raconter le lien entre élevage et environnement. Bonne écoute! Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici à l'INRA. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer où c'est qu'on est actuellement ? Alors donc je suis Jean-Louis Perrault, je suis chercheur à l'INRAE, plus particulièrement en ce moment en charge d'une mission à la direction scientifique agriculture de l'INRA, en charge des questions sur l'élevage, les recherches sur l'élevage, et vous êtes ici dans la maison principale de l'INRA, le quartier général on pourrait dire, qui est 147 rue de l'Université. C'est là où il y a toutes les instances de direction de l'Institut et de gestion de l'Institut. Après, l'Institut a des centres de recherche un peu partout en France, dans 22 centres exactement. Quand même. Et là, on est dans un beau quartier de Paris. Oui, mais ici, il ne se fait pas vraiment de la recherche. C'est la gestion de la recherche et la décision pour la recherche. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre parcours à vous ? Oui, il a été long. Donc, en fait, j'ai été d'abord pris pour faire une thèse, parce que ça m'intéressait de faire de la recherche. Et puis peut-être qu'à la sortie de l'école d'ingénieur agronome, je ne savais pas trop quoi faire. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas une thèse ? Simplement, surtout que la science m'intéressait. J'ai travaillé en fait sur une thèse sur des petits animaux, des petits agneaux, pour travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote intestinal, mais à l'époque ça s'appelait la flore intestinale. Et c'était pour travailler, l'animal était utilisé comme un modèle pour des problèmes de pathologie chez le nourrisson. D'accord. Donc j'ai été amené à travailler avec le monde de la médecine humaine un petit peu en collaboration. Et puis après, ça s'est bien passé. Donc on m'a proposé un poste à l'INRA. Donc j'ai passé les concours, j'ai été pris. J'ai été recruté donc pour quitter Clermont-Ferrand où j'avais fait cette thèse pour aller en Bretagne. Et puis là, j'ai été chargé des travaux de recherche sur l'élevage laitier au pâturage. Et puis les carrières, les temps passant, la carrière évoluant, je suis passé de la vache laitière au pâturage, qui est toujours resté une toile de fond, mais à l'alimentation de la vache laitière sur toute l'année. Et puis avec l'apparition des questions d'algues vertes en Bretagne, ça a été l'élevage laitier et l'environnement. J'ai dirigé la station de recherche sur la production laitière. Et puis après une dizaine d'années de direction de station, je suis arrivé ici à la direction scientifique agriculture pour m'occuper d'une façon générale des problèmes d'élevage. Alors, au-delà du lait, cette fois-ci, le porc, la volaille, etc. Vous le dites pas, mais je voyais sur Internet que vous êtes mondialement reconnu pour vos travaux autour de l'élevage.
Oh, mondialement reconnu, au moins C'est en ce qui Europe, était écrit. oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est vrai que sur le volet pâturage, j'ai beaucoup écrit de publications. Je suis très connu, donc je fais assez référence sur ces questions-là. Après, sur l'élevage aussi, parce que, bon, au-delà de mes activités à l'INRA, j'ai eu un certain nombre de responsabilités. J'ai notamment coordonné un projet de recherche au niveau européen sur la prairie et le pâturage, donc voilà une certaine reconnaissance. Et puis surtout, j'ai été président de l'Animal Task Force, qui est une plateforme de partenariat public-privé pour pousser des idées de recherche autour de l'élevage au niveau de la Commission européenne pour qu'il y ait des sujets sur l'élevage financés ensuite et puis faire progresser la connaissance dans ce domaine. Bon, je suis aussi membre d'un certain nombre d'autres organisations à l'échelle européenne. Donc voilà, je suis quelqu'un effectivement on va dire un peu connu dans le monde de l'élevage en Europe. Et vous vous ennuyez pas. Et alors, pas vraiment, non. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'INRA, ou est-ce qu'on dit l'INRAE d'ailleurs maintenant, peut-être? On dit l'INRAE maintenant, l'INRAE, pour renforcer justement le volet environnement. À quoi ça sert et à qui vous êtes rattaché? Alors, l'INRAE est d'abord rattaché au ministère de la Recherche. On est d'abord là pour faire de la recherche, donc acquérir de la connaissance nouvelle. On dépend aussi du ministère de l'Agriculture, mais beaucoup plus du ministère de la Recherche, puisqu'on est dans un secteur qui travaille sur quand même plus l'agriculture. Mais quand j'ai été recruté à l'INRA, on travaillait sur l'agriculture, c'était même la production agricole. Et puis ça s'est élargi à l'agriculture et l'environnement, et maintenant c'est l'agriculture, l'environnement et l'alimentation. Donc l'idée c'est bien d'intégrer tout ça. Donc en fait c'est nos régimes alimentaires, la façon de les produire, les impacts qu'ils ont sur l'environnement. Beaucoup à l'échelle française, mais vu la taille de l'INRA, on a l'ambition d'être européen et on travaille à ce niveau-là, voire aller maintenant un peu aussi au niveau mondial avec des actions qui commencent de se mettre en place avec d'autres partenaires sur l'Afrique par exemple. Et alors, vous avez remis un rapport à la Commission européenne en juillet 2020 que vous m'avez envoyé et que j'ai pu lire, 90 pages en anglais. Ça m'a bien occupée. Et il s'intitule, alors je vais le dire en français, je vais vous passer mon accent anglais du Sud, mais L'avenir de l'élevage en Europe, comment contribuer à une agriculture durable. Et alors, vous faites des propositions très concrètes dedans. J'ai 2 questions pour vous. La première, c'est est-ce que les politiques s'en servent? Et la deuxième, c'est vous n'êtes pas agriculteur. Comment vous savez que ce que vous proposez, c'est applicable sur le terrain? 2 bonnes questions. Alors, est-ce que c'est utilisé, le rapport étant que 2020, voilà, c'est difficile de rentrer en fait, il est quand même utilisé parce que dans ce rapport-là, alors ce rapport-là n'est en fait qu'une suite d'autres rapports que j'avais écrits plus ou moins formalisés. Celui-là, il était vraiment une commande de la Commission européenne sur cette idée que il faut arrêter de regarder l'élevage uniquement comme un causeur de troubles, mais comme un porteur de solutions pour justement des systèmes alimentaires durables. Ce qui veut dire que l'élevage doit évoluer, ça, on pourrait y revenir, c'est une évidence. Mais cette idée-là, elle est, je crois, aujourd'hui bien passée dans les différentes directions générales à Bruxelles, notamment recherche, santé, environnement aussi, et bien sûr agriculture, puisque c'est eux qui étaient les commanditaires. Donc cette idée-là est passée. Après, comment elle va se mettre en œuvre, ça va être compliqué, ça va être de la recherche, et puis ça va amener des questions nouvelles. Ça, je pense, c'est un premier point. Après, non, je ne suis pas agriculteur, parce que je suis issu du milieu agricole. On va dire oui par les grands-parents, et puis vu mon âge, mon père aussi, mais voilà. C'est quand même de l'histoire ancienne, c'est de l'agriculture d'avant-guerre en fait. Tout ce que la recherche fait n'a pas forcément vocation à être applicable tout de suite. La recherche à l'INRA, donc l'INRAE, c'est vraiment d'être prospectif, d'imaginer des futurs et de travailler pour, et ensuite de mettre en œuvre des moyens pour y arriver. Mais c'est sortir d'une vision très court-termiste qui est justement celle des gens qui doivent gagner leur vie au quotidien, qui ne peuvent pas faire la révolution tous les jours dans leur cours de ferme. C'est le rôle des organismes de développement agricole que d'aider. Nous, on se place le coup d'après. Même si, quelquefois, nos solutions peuvent paraître pas forcément réalistes dans le contexte économique aujourd'hui, mais si on reste dans le contexte économique d'aujourd'hui, on ne pourra rien faire. Donc, il faut proposer autre chose et puis dire, voilà, comment on fait bouger les lignes pour que les choses bougent. Parfait. Ensuite, mon autre question, c'est l'élevage, il est au cœur des débats actuels, globalement. C'est très souvent basé sur l'émotionnel. C'est pour ça que je voulais un chercheur, un scientifique de l'autre côté du micro pour un peu se sortir de ça.
comment est-ce que... Alors, je vais poser la question de manière un peu cash, mais est-ce qu'on peut se fier à votre objectivité ? Comment on fait pour mener des recherches sans se faire influencer par ses convictions personnelles que forcément, j'imagine, vous avez comme tout le monde sur le sujet ? Je pense que c'est un peu illusoire de penser que la recherche, elle est dans sa tour d'ivoire et le chercheur dans sa tour d'ivoire et ne fait pas transparaître quelques convictions personnelles. Et heureusement qu'on a des convictions personnelles, sinon le monde serait triste. Et d'ailleurs, au niveau d'INRAE, il y a des chercheurs qui ont des convictions très différentes des miennes, hein, ça c'est clair. Après, il faut rester objectif. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une vision au départ la plus neutre possible des atouts, des freins, des limites et des gros problèmes liés à un objet de recherche. Bon, l'élevage pour ce qui nous concerne aujourd'hui, mais ça serait vrai pour les cultures. Et puis ensuite, de proposer des solutions. Et ça, après, il y a deux types de solutions. L'élevage a des problèmes. Moi, je dis, parce que je suis assez sensible à ces questions-là, l'élevage doit changer fondamentalement, mais on a besoin d'élevage, et puis on reviendra j'expliquerai pourquoi on a besoin d'élevage. D'autres vont dire, l'élevage a des problèmes, donc il faut supprimer l'élevage, et le remplacer par de la bouffe, de l'alimentation faite in vitro. Oui, on en parlera. Mais est-ce que globalement, quand même, il y a un consensus scientifique autour des questions de l'élevage et l'avenir de l'élevage, ou est-ce que vraiment, il y a des courants qui s'opposent, qui sont très forts et très marqués, si on enlève les extrêmes, qui j'imagine existent toujours ? Alors, aujourd'hui, il y a un consensus en Europe pour dire qu'on a besoin d'élevage, que l'élevage doit évoluer et que dans cette évolution de l'élevage, il ne faut pas peut-être nier qu'il y a peut-être besoin de réduire un peu globalement la taille de l'élevage en Europe. Ça reste à démontrer, mais on peut... En tout cas, ce qu'on dit, c'est qu'il faut réduire un peu la consommation de produits animaux, parce que là, effectivement, elle est élevée. Mais après, ce n'est pas parce qu'on réduit la consommation qu'on réduit la production. On peut exporter plus, on peut réduire la production aussi. Enfin, il y a différentes voies. Ça, je pense que c'est globalement admis au niveau européen. Par contre, après, quand on parle, et nous, scientifiques, quelque part, la planète est un petit village. On connaît beaucoup de monde un peu dans tous les pays. La vision européenne n'est pas celle qui prévaut dans beaucoup de pays où il y a quand même des gros problèmes de malnutrition et où l'objectif des gouvernements est d'augmenter la production d'aliments et en particulier d'aliments d'origine animale pour subvenir aux besoins d'une population qui aujourd'hui est sous-nutrie ou malnutrie. Ce qui a été un peu notre cas après la Seconde Guerre mondiale, quand les gouvernements ont voulu accélérer l'agriculture pour finalement l'autosuffisance agricole. Alors on ne va pas se comparer aux problèmes de sous-nutrition qu'il y a là-bas, mais dans l'idée... Il y avait quand même des problèmes de sous-nutrition. Maintenant, on est plutôt malnutri ou surnutri. Parce que l'agriculture a trop bien réussi, quoi. Les agriculteurs ont juste fait ce qu'on leur a demandé de faire. Ils l'ont bien fait. Progressivement, on a vu apparaître des problèmes qu'on n'imaginait pas au début. Quand dans les années 70, on commençait d'intensifier la production en Bretagne, il y avait très très peu d'alertes, voire pas, sur des premières apparitions d'algues vertes. Puis c'est arrivé progressivement. Au début... Les acteurs des filières animales ont nié le problème jusqu'au moment où on ne pouvait plus le nier. Puis après, il faut trouver des solutions. Donc peut-être que l'agriculture s'est beaucoup développée, mais a nié trop longtemps qu'il y avait des problèmes qui apparaissaient pour se remettre en cause. Et aujourd'hui, ces problèmes, ils sont majeurs dans toutes les filières. Alors on insiste beaucoup sur l'élevage parce que les gaz à effet de serre, parce que des problèmes de bien-être animal... mais dans les cultures, il y a aussi des problèmes de pesticides. Alors, on va dire que les cultures servent aussi à nourrir les animaux, mais si on fait de la vache à l'herbe, il y a 0 pesticide. Parfait, ça me fait une transition toute trouvée, puisque maintenant, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet de l'élevage, comment il est aujourd'hui et ses impacts. Pour démarrer, j'aurais bien aimé un petit état des lieux. Ça va me faire l'occasion de faire la minute économie du podcast que je fais à chaque fois. Qu'est-ce que représente l'élevage en Europe en termes d'emploi et en termes de valeur ? Alors, en termes de valeur, l'élevage, c'est à peu près 40% du chiffre d'affaires de l'agriculture.
Ça varie selon les pays, évidemment. En France, l'élevage, c'est toujours à peu près 37-38%. Bon, alors on a quand même les vins de Bordeaux et le champagne qui font une bonne partie, puis on a les céréales. Mais quand même, ça veut dire que l'élevage est très important, mais ça reste quand même 40% du total. Et puis, il y a des pays où c'est beaucoup plus, notamment l'Irlande, par exemple, qui est un pays très spécialisé en production bovine, viande et lait, où l'élevage représente plus de 70% du chiffre d'affaires de l'agriculture du pays. Donc ça, c'est une première façon de voir les choses. Après, une deuxième façon, c'est les emplois. C'est très important, c'est plusieurs millions d'emplois à l'échelle européenne, plus de 4 millions d'agriculteurs à l'échelle européenne. C'est un nombre qui diminue, alors il a beaucoup diminué dans les pays développés on y reviendra sûrement, l'intensification, la concentration des élevages. Ça reste encore très important dans des pays comme la Roumanie par exemple. Je pense que beaucoup de gens qui critiquent l'élevage et tout, ils n'imaginent pas que les Roumains ne pourraient pas vivre sans élevage aujourd'hui, mais ce n'est pas leur problème en fait, je pense. Et puis, alors si on vient sur la France, par exemple, on avait calculé, on avait regardé très précisément ce que représentait l'élevage. Et l'élevage, alors si on compte dans l'élevage les éleveurs, mais aussi tous les emplois qui sont liés à l'élevage, très liés. Si on travaille dans une laiterie, dans un abattoir, si on fabrique des aliments pour les animaux, c'est très lié. Moyennement lié, celui qui enseigne la zootechnie ou chercheur comme moi qui travaille sur l'élevage, c'est moyennement lié. Je pourrais être chercheur et travailler sur autre chose que l'élevage, en gros. Et puis les chauffeurs de camions qui transportent les animaux, ils pourraient transporter autre chose. Donc c'est moyennement lié. Mais tous ces métiers ensemble, c'est pratiquement 800 000 emplois en France. Donc c'est un peu plus de 3,2% des emplois en France aujourd'hui. Donc ce qui est quand même non négligeable. Oui, complètement. Et à l'échelle mondiale, comment on se situe l'Europe en termes de production de viande, en termes de cheptel, de la taille du troupeau global ? L'Europe et la France, qui n'est qu'une partie de l'Europe, on est des tout petits joueurs au niveau mondial. Donc ça, c'est aussi quelque chose que les gens n'ont pas trop en tête. Alors je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, bien au contraire, mais l'élevage européen, notamment les bovins qui sont souvent mis en avant pour des questions de gaz à effet de serre, l'Europe, c'est 8 à 9% de l'élevage bovin mondial. J'ai vu, c'est incroyable. Donc, mais l'essentiel des bovins, c'est en Afrique, c'est en Amérique latine. Donc, c'est que 8 ou 9%. Donc, ça veut dire qu'on peut bien faire ce que l'on veut sur notre troupeau, ça ne changera rien à l'échelle mondiale ou très peu. En termes de consommation de viande, c'est plus important. L'Europe, c'est 15% de la consommation de viande à peu près au niveau mondial. Donc là, si on réduit, comme elle doit se développer ailleurs, de toute façon, l'Europe représentera une partie un peu plus faible. Mais voilà, ça donne une idée, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses et l'Europe, et on ne peut que s'en satisfaire, veut être tête de pont sur les progrès à faire dans l'agriculture et dans l'élevage face à des grands scénarios. Mais il faut se rappeler que l'Europe, c'est 6% de la SAU, de la surface agricole mondiale. Donc, on est tout petit. On reste tout petit, il faut avoir conscience de ça. Je répète, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, pas du tout. Mais voilà, c'est... Ouais. On ne changera pas le monde tout seul, on ne changera pas le monde tout seul. Non, si on veut changer le monde, non seulement on va progresser chez nous, mais il faut surtout qu'on diffuse notre connaissance et nos savoir-faire à d'autres. Il faut que vous voyagez. Oui, si on veut, voilà. Oui, les écrits ne suffisent pas, il faut aller sur place. Mais ça se fait déjà. Mais d'ailleurs, un petit chiffre, je voyais sur la consommation de viande mondiale, je crois qu'on consomme environ 15% et que l'Asie, représente 47% de la consommation de viande. Je lisais dans votre rapport, c'est monstrueux. C'est monstrueux, mais il représente presque un tiers de la population mondiale. Donc voilà, et en fait, c'est chez eux que la consommation de viande augmente parce que c'est des régions du monde, notamment la Chine, où les régimes s'occidentalisent. Donc, ils représentent déjà presque la moitié de la population et ça augmente par habitant. Chez nous, ça représente 15% et ça a plutôt tendance à diminuer par habitant. Donc voilà, c'est juste pour dire où se situent les enjeux.
planétaire. D'ailleurs, là, vous le disiez que notre consommation de viande à nous, elle diminue, mais je voyais aussi qu'elle était amenée au niveau mondial, à la demande de viande à croître fortement, quoi. Alors, la demande de viande va croître au niveau mondial. La FAO vient de ressortir quelques scénarios là-dessus. Donc, un scénario optimiste ou des scénarios type business as usual. Donc, on continue sur le trend actuel. Même le scénario optimiste conclut que la production de viande, on dit viande, mais il faut parler de produits animaux, oui. Le lait, les œufs, les poissons, ça va au moins augmenter de 30 ou 40%. Dans le scénario le plus, on va dire positif, au sens où il y aura la plus faible augmentation. Il y a des scénarios qui vont jusqu'à 50% et bien plus. Donc de toute façon, la production de viande, de produits animaux au niveau mondial va augmenter. On peut peut-être faire tout pour qu'elle augmente le moins possible, mais elle va augmenter. D'où ce que je dis tout de suite, relativiser un peu le rôle de l'Europe dans cette affaire, si ce n'est que l'Europe doit ouvrir le chemin pour montrer les bonnes pratiques. Bonnes pratiques alimentaires et bonnes pratiques d'élevage et de production végétale. Oui. Et alors, justement, pour parler un peu de l'impact de l'élevage, alors là, pour nos auditeurs, il va falloir s'accrocher et vous pouvez arrêter tout ce que vous êtes en train de faire parce qu'effectivement, notamment l'impact sur l'environnement, c'est pas aussi simple que ce qu'on nous l'explique souvent en 2 minutes à la télé sur un reportage. Vous le disiez dans le rapport, réduire l'impact de l'élevage constitue aujourd'hui un des plus grands défis auxquels le secteur de l'élevage est confronté. On va le voir, l'élevage a des effets négatifs, il rend aussi de très grands services, on en parlera plus tard, mais j'aimerais commencer par les mauvaises nouvelles, comme toujours. Pourquoi l'élevage impacte l'environnement et est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres sur cet impact ? Alors, l'élevage impacte l'environnement de différentes façons. Alors, d'abord, ce sont des données qui proviennent de ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Donc, on compte tout ce qu'il faut pour la production du berceau à la tombe. Donc, on va du berceau, commence par produire des aliments pour nourrir les animaux, et la tombe, c'est on abat l'animal, on prend le lait, on le transforme, etc., et on le met sur le marché pour que ça soit consommé. Alors sur ces approches-là, donc qui sont des approches d'analyse de cycle de vie, qui sont en fait essentiellement basées sur les performances des animaux. Donc on ne remet pas l'animal sur sa surface, c'est pour ça qu'on oublie toujours les services. Et là, ça conduit à des images qui sont, on va dire, très négatives sur l'élevage. J'aimerais revenir sur cette analyse du cycle de vie dont parle Jean-Louis. En fait, c'est une méthode de calcul qui avait été à la base faite pour mesurer les impacts sur l'environnement d'une production industrielle. Cette méthode a été transposée à l'agriculture. Le problème, c'est que la vache, on ne peut pas la comparer à une imprimante, par exemple. La fabrication d'une imprimante a un effet négatif sur l'environnement puisqu'on utilise de l'énergie et qu'on émet des gaz à effet de serre. Elle ne rend pas de service particulier, elle ne retourne pas dans le cycle de vie. La vache, elle est vivante et elle s'intègre dans un écosystème. Certes, elle émet du méthane, mais elle permet aussi, par exemple, d'assurer la présence de prairies qui sont très riches en biodiversité et elle rend beaucoup d'autres services puisqu'elle s'intègre dans cet écosystème. Ça paraît être du bon sens, mais tout ça n'est pas pris en compte dans ces études, ce qui dépeint un tableau de l'élevage qui est souvent plus noir qu'il ne devrait. Pour information, Jean-Louis, dans la suite de l'interview, emploie le terme d'ACV pour parler de cette analyse de cycle de vie. D'abord, l'élevage émet beaucoup de gaz à effet de serre. Alors, on peut discuter en France, à l'échelle Europe, à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, c'est 14,5% des gaz à effet de serre, d'après les données de la FAO, un peu plus de 8 gigatonnes d'équivalent CO2, si on veut des chiffres. À l'échelle de l'Europe, on est avec des valeurs un peu plus faibles, parce que c'est comme c'est exprimé en pourcentage de l'ensemble des émissions. Dans des régions où on se déplace beaucoup en voiture, en avion, où on chauffe les appartements, l'élevage représente moins par rapport à l'Afrique où l'Afrique, l'animal, il sert à se déplacer, c'est le capital sur pied, c'est un petit peu de lait, un petit peu de viande, donc, et puis il y a peu de transport, donc l'élevage représente beaucoup. Donc le 14,5% à l'échelle mondiale, il faut avoir ça aussi en tête. Voilà, c'est par rapport à l'ensemble des émissions. Bon, c'est beaucoup et puis on peut le réduire. En Europe, l'élevage, on va dire qu'il représente 70% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Or, la Commission européenne situe l'agriculture à 11% des émissions européennes. Donc, ce qui est bien loin des transports, 39%, ou de l'habitation, une vingtaine de pourcents. Mais qui reste quand même 10% et surtout 70% liés à l'élevage. Donc, d'où un discours simpliste, supprimons ou réduisons l'élevage et il y aura moins de gaz à effet de serre.
On y reviendra. Ça, c'est un point. Deuxième point, mais qui est en fait relié, c'est qu'à l'échelle européenne, l'élevage est très émetteur et très utilisateur d'azote et de protéines. D'où les importations de protéines de soja, notamment, alors ce qui pose des problèmes de déforestation, voilà. Mais en plus, après, l'animal ne retient pas tout, donc une bonne partie est rejetée dans les effluents d'élevage. Et aujourd'hui, ça a été bien quantifié par d'autres rapports que le mien, mais demandés par les mêmes demandeurs. Hein. L'élevage représente à peu près 80% des excès d'azote de l'agriculture en Europe et 90% des émissions d'ammoniac. Donc c'est considérable et il faut absolument réduire ça, c'est une évidence. Les excès d'azote et notamment de nitrate, c'est par exemple ce qui conduit aux algues vertes en Bretagne. Hein. Donc voilà, ça c'est des situations qui s'améliorent mais qui perdurent et qu'il faut, voilà, on n'a pas fait encore ce qu'il fallait là-dessus. Donc tout ça, c'est des données qui montrent que l'élevage est très impactant sur l'environnement. En tout cas, quand on s'adresse à l'élevage vu à travers l'animal, tel que l'analyse de la cycle de vie, mais sans remettre l'animal dans son système, dans son milieu. Ce que Jean-Louis explique ici, c'est que l'élevage impacte négativement l'environnement en produisant du méthane, de l'oxyde nitreux et du dioxyde de carbone, qui sont en fait 3 composantes des gaz à effet de serre. Ça impacte la biodiversité, la qualité de l'air et la qualité des eaux. De manière pratico-pratique, il y a 3 éléments qui émettent le plus de gaz à effet de serre dans les élevages. Le premier, c'est le processus de décomposition pendant la digestion des ruminants. Les vaches, en digérant, émettent beaucoup de gaz à effet de serre. En fait, c'est en rotant pour être très pratico-pratique. La deuxième, c'est la gestion du fumier. On produit de grosses quantités de fumier et aujourd'hui, on sait mal les gérer et les utiliser. Du coup, ils amènent souvent une pollution annexe. Et enfin, il y a l'importation du soja produit dans des zones où il y a de la déforestation. On estime par exemple qu'entre 1990 et 2009, on a importé 36% de la déforestation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus contrôlé et on estime que 80% du soja qu'on importe provient de zones à faible risque de déforestation. Il reste du travail, mais c'est mieux. Mais c'est juste pour dire, voilà, l'élevage conduit à des excès, c'est évident. Ces excès, on ne les a pas vus tout de suite. Ils sont montés en puissance progressivement en fonction des analyses. Mais il ne faut pas oublier que d'un autre côté, l'élevage rend beaucoup de services. On parlait juste de l'emploi tout à l'heure. Oui. On a beaucoup plus d'emplois sur un hectare consacré à l'élevage que sur un hectare consacré à des cultures de blé. C'est un fait aussi. Mais concrètement, comment ça pollue ? Parce qu'on a du mal quand... moi, là, je suis allée visiter 30 fermes. Et quand on est au milieu de tout ça, de tous ces animaux, des troupeaux plus ou moins grands. Hein, d'ailleurs, j'ai vu des troupeaux de 300 vaches. Mais comment concrètement ça pollue ? Alors, ça pollue quand une vache émet des gaz à effet de serre ou un système agricole émet des gaz à effet de serre. C'est comme une voiture. Enfin, pas tout à fait, on y reviendra peut-être aussi sur ces notions. Mais enfin, voilà, ça, c'est des gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère et qu'il faut que la vache, le fait de ruminer, elle... Voilà. Alors, ce qu'on dit, la vache émet des gaz à effet de serre, notamment du méthane par son rumen. Mais ce qu'on oublie, et ce qui n'est pas comptabilisé dans l'analyse de cycle de vie, c'est qu'elle émet ce méthane parce que elle valorise de la cellulose qui est produite par la photosynthèse et que nous, on ne digère pas la cellulose. Je rappelle que sur Terre, le premier glucide produit par photosynthèse, c'est pas l'amidon des céréales, c'est la cellulose qui se retrouve dans toutes les biomasses végétales agricoles. Je ne parle pas des forêts. Et cette cellulose-là, il n'y a que les ruminants qui peuvent les manger. Ici, Jean-Louis nous explique qu'en ruminant, la vache produit du méthane. Quand elle mange, les aliments partent dans le premier estomac de la vache. Ces aliments fermentent entre 24 et 48 heures. Cela lui permet de prédigérer les aliments et la vache, en fait, émet du méthane à ce moment-là. Mais on ne peut pas juste regarder le méthane qu'elle produit sans regarder encore une fois les services qu'elle rend en face. La vache mange de la cellulose, de l'herbe en fait, que nous, humains, nous ne sommes pas capables de manger. Elle transforme cette herbe en viande et en lait pour que nous puissions manger. S'il n'y avait plus d'élevage, cette herbe resterait au sol car on n'en aurait plus besoin ou parce qu'on ne serait pas capable de la ramasser dans des zones accidentées et elle pourrirait ou pourrait être brûlée par des incendies accidentels qu'on connaît et cela produirait alors aussi des gaz à effet de serre. Dans la suite de l'interview, quand Jean-Louis parle de biomasse animale, il parle en fait des animaux en général et quand il parle de biomasse végétale, il s'agit de la végétation et des végétaux.
qu'on me dise, pour ceux qui disent supprimons les ruminants parce qu'ils font du méthane, qui m'expliquent comment on utilise des 4 milliards de tonnes de fourrage, de végétation qui ne sont pas consommables par l'alimentation humaine et qui sont produits. On les laisse sur le champ, on les laisse pourrir. Ça fera autant de méthane que les ruminants peut-être. Ouais. On les laisse, ils vont brûler, ça fera des dégagements de CO2. Donc c'est souvent dans des zones qui ne sont pas cultivables. Et pire que ça, qui ne sont pas mécanisables pour la récolter. Il n'y a que l'animal qui est capable. Donc les choses sont très très compliquées. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de progrès, ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter à un seul critère et dire la big picture de l'élevage, c'est 14% de gaz à effet de serre et 90% de l'ammoniac des systèmes agricoles. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, mais d'ailleurs, honnêtement, avant de lire votre rapport, j'y croyais pas, moi, au fait que cette pauvre vache, elle soit responsable des gaz à effet de serre. Je me disais, mais on nous prend pour des abrutis, quoi. Et en fait, c'est quand même vraiment le cas. C'est... Alors, oui, c'est compliqué en fait. Les vaches émettent du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre, donc les vaches pourraient concourir au réchauffement climatique, surtout si leur population s'accroît. En sens inverse, il y avait des ruminants sur Terre bien avant qu'on fasse de l'agriculture, et il n'y avait pas forcément de réchauffement climatique. Donc ça c'est peut-être un point qui n'est pas assez envisagé dans les réflexions, c'est que l'élevage a d'ailleurs en partie remplacé la faune sauvage. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a trop de biomasse animale sur Terre à cause de l'élevage et plus assez de biomasse. Mais par exemple, c'est aujourd'hui bien établi que sur le continent nord-américain, les bovins aujourd'hui émettent une quantité de méthane qui est de l'ordre de grandeur, à 10-20% près, en plus ou en moins, de celle des populations de bisons avant la colonisation du continent nord-américain. Est-ce que dans ce cas-là, on peut dire que les bovins nord-américains contribuent au réchauffement climatique ? Ils ont remplacé les bisons. Donc, contrairement à un pot d'échappement de voiture ou à une locomotive à vapeur qui a émis du CO2 parce qu'on a déstocké du carbone fossile en 1850 et que ce carbone est encore dans l'atmosphère, et il n'a rien remplacé, sur le ruminant, le temps zéro, il est quand même compliqué, quoi. Oui, parce qu'ils étaient là avant nous. Ils étaient là avant nous. Alors nous, on a développé leur nombre et que le méthane est un gaz à effet de serre très puissant, surtout si on raisonne à très court terme, et qu'il faut vraiment, faudrait tout faire pour ne pas augmenter la population de ruminants. Enfin, surtout bovins d'ailleurs, parce que les chèvres ou les moutons, c'est moins important. La population de bovins sur Terre. En Europe, elle diminue, donc on peut dire que de point de vue gaz à effet de serre, ça va plutôt dans le bon sens. Par contre, elle augmente beaucoup dans les pays en voie de développement, quoi. Et ces pays-là, il faudrait vraiment augmenter leur production animale par des gains d'efficience et pas par l'augmentation du nombre d'animaux. La population mondiale ne cesse d'augmenter et les pays en développement ont besoin de produits animaux pour nourrir la population. Pour ce faire, il y a 2 solutions. La première option, c'est qu'ils augmentent leur nombre d'animaux. Puisque plus il y a d'animaux, plus il y a de production animale, logique et le plus simple, mais aussi le plus néfaste pour l'environnement, comme nous l'explique Jean-Louis. La deuxième option, c'est qu'ils augmentent l'efficacité de production par animal. C'est-à-dire qu'en moyenne, on produise plus de viande, de lait ou d'œufs par animaux. Ça peut passer par exemple par l'amélioration de leur alimentation ou par la réduction des maladies et du taux de mortalité du troupeau. Comme ils n'ont pas encore beaucoup travaillé sur le sujet, les progrès sont énormes et cela constituerait la meilleure solution. Et les gains d'efficience sont chez eux très faciles à réaliser. Moi, j'ai travaillé avec un collègue du CIRAD sur des systèmes laitiers en Afrique. Les marges de progrès sont fantastiques pour pas grand-chose, quoi. Mais d'ailleurs, je voyais que nous, après la guerre, on avait fait quand même des progrès énormes aussi, que les vaches laitières avaient produit plus de 100 kilos de lait par an par vache, que par rapport à avant-guerre, les progrès ils ont été fantastiques. Et c'est là qu'on voit que c'est pas si simple. C'est que finalement, gagner en efficacité, ça peut conduire à des manières de travailler un peu plus industrielles. Je mets des gros guillemets sur le terme parce qu'il n'est pas bien choisi. Mais ça sert l'environnement et ça permet de nourrir cette population mondiale qui est croissante sans impacter l'environnement. C'est ça, c'est-à-dire qu'à l'échelle du monde, il faut augmenter la productivité par animal pour nourrir la population plutôt que le nombre d'animaux. Par contre, en Europe, augmenter la productivité par animal n'est plus vraiment un objectif parce qu'on l'a tellement augmenté, on peut penser qu'on a atteint des limites
biologiques pour certaines espèces. Par exemple, chez le poulet, aujourd'hui, on a des souches de poulet qui poussent tellement vite que le muscle pousse plus vite que le squelette et que les animaux ne peuvent plus marcher en fin de vie, ce qui est juste impensable et pas acceptable. En vache laitière, on pourrait encore augmenter, mais c'est pas la peine, parce que plus on augmente la production par vache, plus il faut lui donner des concentrés. La vache, elle est faite pour manger de l'herbe, même si elle produit un peu moins. Ouais. Après, ça, c'est la vision du chercheur qui a une vision systémique des choses et un petit peu théorique à certains moments. L'éleveur, il va nous dire, bah oui, mais le pâturage, c'est bien, mais changement climatique, moi, je ne sais pas ce que mon herbe va produire demain, donc je donne des concentrés à mes vaches, parce que je sais ce que j'achète, je sais ce que je peux leur donner. Et alors, on a parlé de l'effet concret de la vache qui rumine, etc. Un autre effet, j'ai vu, qui polluait, c'était aussi le fumier, notre gestion du fumier. Alors, oui, dans une ferme, on va dire que si on regarde les gaz à effet de serre, dans une ferme de ruminants, une moitié, voire un peu plus, provient du rumen, donc de la fermentation dans la panse de la vache, et l'autre moitié provient des cultures, des importations d'aliments, dont soja, et de la gestion des effluents. Voilà, donc les effluents émettent des gaz à effet de serre. Mais par contre, là, c'est les excréments des animaux. Oui, c'est ça, c'est les lisiers, les fumiers, voilà, c'est ça, c'est les déjections, voilà. Après, ces déjections, elles viennent quand même un petit peu en substitution d'engrais minéraux. Donc voilà, tout n'est pas perdu parce qu'on économise sur un autre poste quand même. Pas assez, parce qu'on les gère mal, ces effluents, il faudrait mieux les gérer. On perd 50 ou 60% d'azote sous forme d'ammoniac, ça serait mieux de ne pas les perdre. Mais voilà. Par contre, après, les effluents, ils ont un intérêt, c'est si on les gère bien, ils ramènent de la matière organique dans les sols. Ça fait partie des choses, quand je dis que la CV regarde ce que fait l'animal. Donc, l'animal émet du méthane par son rumen. Il y a des effluents, ces effluents réémettent des gaz à effet de serre, du méthane et du protoxyde d'azote. Donc, c'est négatif tout le temps. Mais, sauf qu'on ne dit pas que quand on remet des excréments sur le sol, ça amène de la matière organique au sol et ça permet d'accroître la fertilité des sols. C'est pour ça que dans les territoires où l'élevage a disparu, il y a des problèmes de fertilité des sols. Regardez ce qui s'est passé en Haute-Normandie, par exemple, chez nous. L'élevage a disparu, donc la prairie a disparu, tout est passé en grande culture. Il y a des phénomènes d'érosion des sols, surtout que c'est en pente, quand on monte en haut du Calvados, il y a eu des phénomènes de glissement de terrain fantastiques, tout simplement parce qu'on n'a plus eu d'élevage. Donc érosion des sols, perte de fertilité parce que plus de matière organique dans les sols. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui en Europe, quand on dit qu'il faut réduire l'élevage, il faut sûrement le réduire peut-être un peu, mais c'est surtout plus d'en remettre là où il a disparu. Parce que là, on voit qu'il y a des vrais problèmes agronomiques qui se posent du fait qu'il n'y a plus d'élevage. Après, il y a des zones comme le Grand Ouest français, les Pays-Bas, le Danemark, où il y a sûrement trop d'élevage pourvu que le sol de la région est capable d'endurer en termes de quantité d'excréments, enfin d'effluents rejetés. Donc voilà, là aussi, c'est pas si simple. Il ne suffit pas de dire yaka, on va réduire. Il faut peut-être penser à redistribuer sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est ce que vous dites dans le rapport, c'est que la spécialisation des fermes et des territoires, c'est presque plus ça le problème que l'intensification en elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des fermes qui ne font que des animaux ou des fermes qui ne font que des cultures et du coup, ils peuvent pas bénéficier l'un de l'autre. Voilà. Alors, le scientifique va dire qu'on ne peut plus boucler les cycles de nutriments, donc d'azote, de phosphore, de carbone. D'où des problèmes majeurs. Et l'intensification est un problème parce que ça a conduit à mettre beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides sur des terrains. Mais c'est surtout la spécialisation qui empêche justement de faire ce qui était la polyculture élevage traditionnelle, qui n'était pas assez productive. Et puis surtout la spécialisation des territoires. En France, c'est clair, on a mis les cochons à l'ouest et puis le blé dans le grand bassin parisien. Et bien ça conduit à des problèmes dans le grand bassin parisien et ça conduit à des problèmes dans l'ouest. Mais c'était une logique économique qui est très forte. D'abord des économies d'échelle, plus on a des gros ateliers, plus on est efficace par unité produite. Et puis, ce qui est moins connu, c'est des économies d'agglomération, c'est-à-dire quand l'ensemble des acteurs d'une filière se concentrent sur un territoire, le progrès circule plus vite entre l'ensemble de ces acteurs. L'éleveur de porc, il a tout de suite l'abatteur à côté de chez lui, le fabricant d'aliments à côté de chez lui. Tout ça, tout le circuit de connaissances passe très vite de l'un à l'autre, alors que si on a 200, 300, 500 km d'écart, c'est plus compliqué. Ça a été... Et
partout dans le monde, ça se passe comme ça, quoi. Et c'est bien là le problème, c'est comment on peut casser ce cycle qui nous impose de toujours concentrer plus sur un territoire, de spécialiser toujours plus les territoires. Oui, parce qu'un des avantages d'avoir tout sur place, c'est que la vache, elle peut manger les végétaux qui sont cultivés, qui ne sont pas comestibles par l'homme, du coup produire du lait ou de la viande, et ensuite les excréments peuvent être utilisés en engrais sur les cultures. C'est ça l'intérêt, c'est ça que vous appelez le cycle. Voilà, c'est ça qu'on appelle le cycle, vous le redites en meilleur français qu'un scientifique, mais c'est exactement ça qu'il faut faire de façon raisonnable sur ce que le sol a besoin, quoi. Ce qu'il y a, c'est que je me mets à la place d'un agriculteur qui doit gagner sa vie. J'imagine que prendre le risque de remplacer le soja par autre chose et de baisser la performance de ces animaux, faut oser, quoi, sans être soutenu par des aides publiques. Voilà. Alors, il y en a qui ont osé. Hein. Alors, c'est plus... Comment dire ? Est-ce que je vais dire c'est plus facile ? C'est quand même plus facile en élevage de ruminants qu'en élevage de monogastriques. Moi, je ne vois pas aujourd'hui... Monogastrique, vous appelez quoi ? C'est porc, les volailles. D'accord. Je ne vois pas comment en porc on peut bien gagner sa vie si on n'a pas un élevage relativement industrialisé. En volaille, il y a des alternatives un petit peu, les volailles sur parcours, par exemple, mais ça représente très très peu du volume produit, quoi. Donc l'essentiel, ça reste quand même appelons ça intensif. En bovin, lait, on peut faire du lait en intensif maïs-soja, et gagner sa vie. Et on peut faire du lait en très extensif, ou moyennement extensif, herbagé. Des éleveurs de Grand Ouest se sont lancés dans cette voie-là et ils gagnent aussi très bien leur vie. Ils produisent moins, certes, mais ils ont tellement réduit les coûts de production qu'au bout du compte, ce qui reste en fin de mois dans leur porte-monnaie est plutôt plus élevé parce qu'en plus, il y a moins d'investissement. Plus besoin de grosses machines, plus besoin... Donc ça, c'est des choix personnels. En ruminant, on peut se le permettre. C'est beaucoup plus difficile dans d'autres filières. Oui, d'accord. Et après, un des deuxièmes soucis que vous soulignez dans le rapport, c'est la diminution de la surface des prairies qui joue un vrai rôle pour la biodiversité et l'environnement. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, là aussi, ça fait partie des services de l'élevage, d'un élevage bien conduit. Un élevage de ruminants bien conduit doit valoriser de la prairie. Si c'est pour faire du lait avec de l'ensilage de maïs et du soja, je dirais que c'est presque... on peut manger du steak de soja et puis ça ne fera pas trop de différence parce que ce système-là ne produit pas beaucoup de services. Il produit de l'emploi quand même, hein, mais pas beaucoup de services environnementaux. Par contre, quand on met de la prairie dans un territoire, oui, parce que la prairie, pour le coup, régule les flux d'azote, stocke du carbone, et même beaucoup de carbone, crée de la biodiversité, alors plus ou moins selon le type de prairie, évidemment. Une prairie en Bretagne, ce n'est pas une prairie du Massif central ou du Jura ou des Pyrénées, ça c'est sûr, mais quand même. Et ces services-là, d'abord, ils devraient être rémunérés. Ils ne le sont pas aujourd'hui. Et ils disparaissent quand on réduit la prairie. Et en Europe, la prairie a été réduite. On a perdu, dans l'Europe historique des 9 pays les plus anciens en Europe, on a perdu 30% de la surface en prairie depuis les années 65-70, ce qui est énorme. À tel point d'ailleurs que la PAC, la dernière PAC, a mis une conditionnalité sur le non-retournement des prairies permanentes, justement pour enrayer cette chute-là. Ça l'a enrayé un petit peu, pas complètement, mais ça a en tout cas sérieusement freiné le déclin. Mais c'est bien parce que la puissance publique s'est rendue compte que cette prairie, elle avait des rôles essentiels à jouer pour la durabilité des systèmes agricoles et que derrière cette prairie, il y a les fameux ruminants. Alors peut-être qu'ils émettent des gaz à effet de serre, mais ils sont indispensables pour ça. Et c'est reconnu par la PAC. Hein. Donc voilà. Ouais. Donc s'il n'y a pas d'élevage, il n'y a aucun intérêt d'avoir des prairies. Alors s'il n'y a pas d'élevage, il n'y a plus de prairies. Et ceux qui disent pour réduire les gaz à effet de serre, réduisons l'élevage en Europe, oui, ça va réduire les gaz à effet de serre, le méthane, mais ça va réduire les surfaces en prairie qu'on va retourner. Ce qui va, quand on retourne une prairie, on déstocke le carbone du sol, donc qui va émettre énormément de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas sûr qu'on soit gagnant au bout du compte. Et puis, surtout, cette production qui est faite en Europe et qui est en partie exportée, elle se fera dans d'autres parties du monde, qui est beaucoup moins efficace que les systèmes européens pour produire. Donc, globalement, on va réduire un peu en Europe, donc ça sera bien pour notre comptabilité nationale.
Surtout qu'on ne compte pas le déstockage du carbone des sols. Mais si on le comptait, ça ne serait pas si bénéfique que ça. Et puis surtout, ça sera une augmentation des émissions globalement sur la planète parce que la viande et le lait se fera ailleurs. Oui, et la planète, vous l'avez dit, est un petit village. Donc on est responsable de ce qui se passe à l'extérieur. Surtout quand on voit Thomas Pesquet avec les images qu'il nous envoie en ce moment. C'est vrai que c'est un petit village. Et donc là, on est sur la partie finalement des services qui sont rendus à l'élevage. On a parlé de la prairie, on a parlé des emplois et aussi du maintien de la vie dans les territoires ruraux, puisqu'il y a beaucoup de campagnes aujourd'hui qui ont du monde et de la vie grâce à l'élevage. Oui, parce que c'est une chose qu'on n'a pas dit, mais l'élevage fait de l'emploi, mais fait de l'emploi dans les territoires. C'est pas de l'emploi dans les mégapoles. Ce qu'il y a besoin, parce qu'à Paris, ici, on est déjà beaucoup trop nombreux. Oui, je ne sais pas si on est trop nombreux, mais en tout cas, ça va être dur d'imaginer que les Parisiens vont se nourrir localement. Oui, ça c'est sûr. Et ensuite, il y a un troisième service qui est quand même, vous en avez un peu parlé, mais de transformer quelque chose qui n'est pas comestible pour l'homme en denrées comestibles, c'est-à-dire de manger des végétaux qu'on ne pourrait pas nous manger. Par exemple, sur le blé, on ne peut manger que les grains de blé et on ne peut pas manger la tige, la feuille, etc. Pour le transformer en lait et en viande. Et ça, finalement, on accuse même d'ailleurs les ruminants d'être très peu efficaces, puisqu'on dit en gros, la vache mange le soja, l'homme mange la vache, pourquoi l'homme ne mangerait pas directement le soja ? Mais en fait, c'est pas si simple non plus ici. C'est pas si simple non plus, parce que la vache, elle mange quand même... d'abord, la FAO a fait des estimations au niveau mondial, et il apparaît que 86% de ce que mangent les animaux, ce n'est pas consommable par l'homme. Alors, des anti-élevages vont dire, donc il y a 14% qui est consommable et donc réduisons les animaux. Oui, mais 86% qui ne l'est pas. Donc ça veut dire qu'on a peut-être trop de production globalement, mais qu'elle n'est pas tant que ça en compétition avec l'alimentation humaine, même si on se plaît à dire que les vaches, les animaux mangent 30% des céréales produites dans le monde. C'est pas si simple que ça, parce qu'on ne mange qu'une partie des céréales en général. Les fractions qui ne rentrent pas dans la chaîne alimentaire, en partie d'ailleurs. Et puis les animaux mangent toute cette biomasse qui n'est pas consommable par l'homme, notamment les ruminants qui mangent cette cellulose que on disait au début de l'entretien, qui n'était pas consommable. Et en France et en Europe, on a une situation du même ordre de grandeur, mais un peu moins bonne, puisque comme on a des élevages plus intensifs, on donne des meilleurs aliments aux animaux. Donc pour le coup, on donne bien des céréales entières, etc. Ça, c'est peut-être des choses qu'il faut sûrement réévaluer à l'avenir. Mais en moyenne, encore en Europe, on a des systèmes de production animale qui sont un peu en compétition avec l'alimentation humaine, mais pas tant qu'on veut bien le dire, et on a des systèmes qui sont très vertueux et qui sont des producteurs nets. Une vache à l'herbe, surtout quand c'est une surface non cultivable comme des prairies du Jura ou du Massif central ou des Pyrénées, ou des Alpes, je ne vais pas citer les Alpes, mais je ne les oublie pas, c'est des animaux qui produisent de la viande et du lait sur des surfaces où on ne peut rien faire d'autre. Peut-être de la forêt encore, je ne sais pas, mais la forêt, ça ne nous nourrira pas. Et en plus, dans ces territoires-là, elles font plutôt des produits qui sont reconnus pour leur qualité, nutritionnelle et culturelle, avec les AOC. Donc voilà, et puis même dans des territoires où il y a de la prairie qui est retournée, Grand Ouest français par exemple, cette prairie, elle rend des services. Et donc l'animal, il produit plus de protéines qu'il n'en consomme, protéines consommables par l'homme, consommées par l'animal, c'est vrai, mais il utilise des surfaces. Mais ces surfaces sont utiles en prairie. Et il y a un rapport que je cite souvent, qui est le rapport 10 Years for Agroecology de l'IDRI, qui a imaginé une Europe agroécologique, donc sans engrais, sans pesticides. Ce rapport-là, pour l'agroécologie, ils maintiennent les surfaces en herbe, y compris dans des zones où on pourrait faire des céréales, tout simplement parce qu'elles ont un rôle écologique irremplaçable. Et donc, dans leur scénario, ils maintiennent une production de ruminants assez importante, parce qu'on a besoin des ruminants pour valoriser ces surfaces. Donc, cette notion de compétition, là aussi, elle est toute relative. Il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas l'augmenter, mais il y a beaucoup de systèmes qui sont au contraire très vertueux. Et ça va même plus loin, contrairement à ce que l'imaginaire collectif pense, c'est que les ruminants, finalement, ils nous permettent de maximiser une surface cultivée donnée, puisque, encore une fois, ils consomment ces végétaux qu'on ne mange pas. Et donc, ça veut dire que si on mangeait pas de viande du tout, en fait, il y aurait besoin de plus de surface sur la planète pour nous nourrir à nous tous.
Globalement, oui. Il y aurait besoin d'un peu plus de surface, mais surtout d'intensifier là où on peut cultiver. C'est ça que les gens n'imaginent pas, c'est que aujourd'hui, par exemple en France, 40% de la SAU, de la surface agricole française, c'est de la prairie permanente, donc des territoires non cultivables. Sur ces 40%, on produit du lait et de la viande grâce aux ruminants, moutons, vaches et chèvres. Et que si on n'avait plus ces animaux, ces 40% de surface, on n'en ferait plus rien, peut-être de la forêt, mais avec une perte de biodiversité. Il y a des résultats qui montrent qu'effectivement, dans ces territoires-là, on perdrait de la biodiversité en allant vers la forêt. On ne stockerait pas plus de carbone qu'avec la prairie. Donc, ça serait des systèmes plutôt perdant-perdant. Après, dans les territoires où on peut cultiver, si on n'avait plus d'animaux, on ferait encore des rotations moins diversifiées, probablement. On serait obligé d'intensifier parce qu'il y aurait plus quand même cette part d'aliments qu'on prend, qui est produit sur des territoires sur 40% de notre SAU, même si ce n'est pas les plus productifs. Il faudrait produire encore plus ailleurs et donc peut-être en dégradant plus l'environnement sur les zones qui seraient réservées à la culture. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Rendez-vous la semaine prochaine pour écouter la suite de nos discussions. On parlera avec Jean-Louis de notre relation à nous, humains, avec les animaux et de nos devoirs vis-à-vis d'eux. On discutera aussi de l'impact de la consommation de produits animaux sur notre santé. Doit-on manger de la viande ? Si oui, combien ? Le régime vegan est-il un régime durable ? Rendez-vous dans le prochain épisode pour avoir toutes les réponses à ces questions. À bientôt !